L'équipe de France a broyé la Suède. On va en parler, mais avant ça, générique. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur la causerie. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour le petit récap du jour de cette Coupe du Monde 2026. Vous en avez l'habitude, on se retrouve quotidiennement. Cette fois-ci, on va débriefer le match de l'équipe de France. Victoire 3-0 contre la Suède en 16e de finale de Coupe du Monde. La France rejoint donc le Paraguay en 8e de finale. Elle rejoint également la Norvège et le Mexique qui se sont qualifiés le même jour. C'était juste avant pour la Norvège, c'était juste après pour le Mexique. On va parler également de ces deux autres matchs tranquillement, mais on va se focus sur l'équipe de France, puisqu'il y avait quand même des choses intéressantes à sortir de ce match-là contre une équipe suédoise qu'on savait peut-être sur le papier un petit peu plus faible. Ils ont posé un ou deux petits soucis, mais globalement, cette performance française est quand même stratosphérique. On a des joueurs waouh. On a des joueurs waouh. On a des joueurs qui sont absolument stratosphériques. On a une équipe de France qui, franchement, j'ai rarement été aussi serein sur une compétition avec cette équipe de France-là. Tu as l'impression qu'ils peuvent rien leur arriver, qu'ils maîtrisent tous les scénarios, tous les types de matchs possibles. Et encore une fois, c'était une démonstration hier contre la Suède. On verra potentiellement un quart de finale contre le Maroc, ce qui pourrait me hyper terrible, parce que ces équipes-là peuvent nous offrir un match absolument de ma boule. Bref, on est parti donc pour ce petit récap et cette petite analyse tactique rapidos de ce France-Suède, victoire 3-0. Il n'y a pas eu photo. La France a disposé de la Suède de Graham Potter. Doublé de Kylian Mbappé, but de Bradley Barcola, double passe D pour Michael Olise. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Passe D également pour Ousmane Dembélé. Les 4 offensifs se sont illustrés. Certains plus que d'autres. Et une équipe suédoise qui a été mis en grande difficulté, excepté Zetterstrom, le portier suédois qui a fait un très bon match. 9 arrêts pour lui. Sur les 20, je crois qu'on frappe 25 fois au but également. 12 frappes cadrées. 3 buts. Et pas mal de montants touchés également. Je sais pas combien on est de poteaux. Je crois qu'on a 2 ou 3 poteaux touchés sur la rencontre. C'était un gros match, un match important et un match maîtrisé par l'équipe de France qui, encore une fois, finit avec des statistiques assez démentes depuis le début. Je vais retrouver les stats rapidement de ce match des Bleus, mais je crois que c'est leur plus haut total de frappes dans une Coupe du Monde depuis le match contre le Paraguay en France 98. Donc c'est pour vous dire à quel point ils sont stratosphériques les Français. C'est juste absolument ma boule. Hop, je vais retrouver les stats. Voilà, je vous affiche les stats. La France a marqué au moins 3 buts lors de chacun de ses 5 derniers matchs en Coupe du Monde. Plus longue série du genre dans l'histoire de la compétition. Et ouais, c'est 3 buts contre la Suède, c'est 3 buts contre la Norvège, c'est plus de 3 buts, c'est 3 buts contre l'Irak, 3 buts contre le Sénégal, 3 buts contre l'Argentine en finale lors du dernier match, lors de cette finale. C'est une équipe de France qui est très très solide. La dernière équipe à avoir pris moins de 3 buts en Coupe du Monde contre l'équipe de France, c'est le Maroc. Et potentiellement, c'est l'adversaire des Bleus en quart de finale. Donc c'est pour ça que ça me hype d'autant plus. 5 passes D même pour Michael Olise, je crois, parce que je crois que c'est la stat qui a été donnée juste avant le troisième but. Il en distribue une 5e, il me semble, Michael Olise, sur cette Coupe du Monde. Là, c'est le meilleur passeur. De toute façon, il est passé devant Bruno Guimaraes, donc oui, il est à 5. C'est le meilleur passeur de l'histoire des Bleus dans une Coupe du Monde. Voilà, devant Jean Tigana, Dominique Rocheteau, Yuri Djorkaeff ou Antoine Griezmann. C'est un Michael Olise, on en parlera, qui est stratosphérique, qui est juste exceptionnel depuis le début de cette Coupe du Monde, qui a toujours pas marqué son but, et on voit que parfois ça lui résiste un petit peu, mais ça ne l'empêche pas d'être hyper influent dans le jeu, et c'est juste un bonheur d'avoir ce mec-là. Je suis en train de me dire, mais l'Angleterre doit avoir une haine pour lui piquer Michael Olise. La France a tenté 25 tirs contre la Suède, donc voilà, je disais, c'est le plus haut total, depuis le 8e de finale de 1998 contre le Paraguay, où la France avait frappé 37 fois au but, et ce but en or de Laurent Blanc, et le but également de David Trezeguet ce soir-là, qui avait emmené les Bleus en quart de finale de leur Coupe du Monde pour aller chercher leur premier sacre. 12 tirs cadrés, c'est le record pour la France dans une Coupe du Monde depuis que Opta, depuis 1966, pardon, parce que Opta n'a pas les données avant 66. Dans la phase d'élimination directe, l'équipe de France a frappé 12 fois, a cadré 12 fois, donc c'est assez important, donc c'est assez stratosphérique. Voilà. 53 buts en Coupe du Monde depuis l'édition 2014 pour l'équipe de France. Vous voyez, elle est leader dans cet exercice, 53 buts marqués depuis 2014. La deuxième équipe à avoir marqué le plus de buts dans une Coupe du Monde depuis 2014, c'est l'Allemagne et l'Argentine, ils sont à 37. C'est pour vous dire à quel point le secteur offensif des Bleus est une machine de guerre parfaitement huilée. On le verra sur cette map contre la Suède. On est parti du coup, vous connaissez la musique, on prend les pick pen, on prend le stylo, on prend les screens et on est parti pour analyser ce France-Suède Coupe du Monde 16e de finale. On démarre déjà dès le début de rencontre
La Suède a tenté quand même de mettre un peu un pressing haut. On voit ça, c'est le coup d'envoi, c'est récupération de Bradley Barcola, et on voit tout de suite, il y a 2 Suédois ici qui sont prêts à aller presser Lucas Digne. C'est Lucas Bergvall qui va faire une première faute sur Lucas Digne au bout de 13 secondes de jeu, mais on voit les Suédois qui sont déjà en place très très haut sur le terrain. Ils ont essayé de mettre en place ça depuis sur le début de rencontre, et rapidement ils ont dû reculer parce que forcément ils laissaient de l'espace et ça a été assez compliqué, mais on le voit encore une fois ici. Il y a une faute sur Tchouaméni, il y a un ballon qui est joué long ici, il y a une faute qui sera sifflée ici, mais vous voyez les Suédois ont été très agressifs, très très vite sur le porteur de balle, et la Suède, mine de rien, a voulu mettre en place ça dès le début de match. Ça a fait mal, ils ont fait pas mal de fautes sur le début de match. Ça n'a pas été toujours sanctionné, mais au moins il faut montrer que tu es là dans les duels, il faut montrer que tu es présent, que tu vas répondre du moins physiquement. Et ils l'ont montré, les Suédois, en étant assez agressifs, parfois peut-être un peu trop. Mais au moins, il fallait tout de suite s'imposer. Ils étaient un peu obligés de le faire parce que si tu regardes un peu trop l'équipe de France, tu prends une branlée. Et c'est ce qui s'est passé notamment pour le Japon contre le Brésil. Ils les ont un petit peu regardés, même un peu trop. Et du coup, tu rentres à la maison sans réellement t'avoir battu, notamment sur la deuxième période. Pour le Brésil, on est à la 3e minute de jeu. Michael Olise a un ballon ici en bas. Il décroche pas mal, mais pas mal de joueurs décrochent ici. On a ce bleu pivot, Tchouaméni Rabiot, qui a fait un très très bon match. Adrien Rabiot, on en parlera aussi plusieurs fois, mais sur ses projections, ses appels de balles offensifs, ça a été très intéressant. Aurélien Tchouaméni est ultra important également pour l'équilibre. J'aime beaucoup ce double pivot-là. Manu Koné a été excellent aussi. Donc ce milieu de terrain est vraiment très solide et ça fait plaisir parce que c'était l'une des interrogations avant cette Coupe du Monde. Et sur ce screen-là, on peut voir Jules Koundé taqué ici, qui est entre le défenseur central suédois qu'on voit en bout d'image juste là et le latéral. Et en fait, cette zone-là, qui pour le coup est couverte par un joueur suédois, pour le coup, cette zone-là, c'est la zone clé du match. La zone, le demi-espace, comme certains l'appellent, entre le central et le latéral de la Suède, c'est ici que s'est jouée cette rencontre. C'est d'ici que deviennent les 3 buts de l'équipe de France. C'est ici que le danger apparaissait à chaque fois que les Bleus voulaient attaquer, tout simplement. C'est ce demi-espace-là entre le latéral et le central. Ça a été parfaitement exploité tout le match par l'équipe de France. Et on va voir ça sur plusieurs situations. Le bloc suédois, voilà, parce qu'on s'attendait à une défense à 5 de la part de la Suède. En réalité, c'était une défense à 4. Le 4e, il est derrière, planqué ici. On a ce milieu de terrain à 4 avec un Anthony Elanga qui recule d'un cran pour se lier et pour aller aider son latéral à défendre sur les ailes. Et donc Alexander Isak et Victor Gyökeres. C'était un 4-4-2 mis en place par Graham Potter sans ballon. Donc pour épauler les latéraux et faire des prises à 2, notamment sur Ousmane Dembélé côté droit. Plusieurs fois, quand il a touché le ballon, c'était une prise à 2, et c'est ce qui n'avait pas fait la Norvège. Ça avait permis à Dembélé d'avoir de l'espace, et on sait ce que ça a donné, triplé en 35 minutes. Comme ça, au moins, c'était réglé. Donc vous voyez que la Suède avait un petit peu regardé. Mais les Suédois, en fait, outre cet aspect 4-4-2 pour mettre un peu de densité et épauler leurs latéraux, dès qu'ils récupéraient le ballon, ça jouait très très vite vers l'avant. Ils voulaient pas s'emmerder à faire de l'attaque placée, ils voulaient profiter des espaces potentiellement laissés par la France, parce que la France a attaqué en nombre. On voit ici 4 minutes de jeu, récupération de balle, c'est Victor Gyökeres qui récupère ce ballon, il va tout de suite lancer Anthony Elanga dans la profondeur avec un très long ballon, parce qu'on va exploiter la vitesse d'Anthony Elanga, on va exploiter la vitesse d'Alexander Isak, parfois on va jouer long pour aller trouver Victor Gyökeres en point d'appui en pivot, mais globalement les Suédois, dès qu'ils récupèrent le ballon, il fallait jouer très très vite vers l'avant, ils l'ont très très peu gardé ce ballon. Je ne sais pas quel est leur temps de jeu le plus long en termes de possession de balle, mais il ne doit pas être très élevé, en tout cas il n'y en a pas eu beaucoup je pense. Parce que l'objectif de la Suède, c'était de jouer très très vite vers l'avant et de prendre un Anthony Elanga sur la vitesse. Regardez, le long ballon joué par Gyökeres en 1-2 passes. On veut aller dans la partie de terrain française. Le problème pour Anthony Elanga, pour Victor Gyökeres et pour Alexander Isak, c'est qu'ils sont tombés sur cette action-là, William Saliba et surtout Dayot Upamecano. Sur ce match-là, ils sont encore une fois impériales. Cette paire de défenseurs centrales, c'est juste absolument monstrueux. Je pense que tu peux leur confier ta baraque, tes économies, ton livret A, ce que tu veux. T'as aucun souci à te faire, mon pote. On peut leur filer les clés, il n'y a aucun problème. C'est solide. Mec Maignan, pareil, il n'a rien eu à faire du match excepté un arrêt. Il l'a fait, donc ça c'est très bon. Ce trident en défensif, Maignan, Upamecano, Saliba, ça a été plutôt solide. Les Suédois, le seul danger, on va dire globalement où ça a été amené, c'est sur ce côté gauche. Lucas Digne a été un petit peu en difficulté défensivement. Je trouve pas son match horrible non plus. Voilà, faut pas déconner. Mais globalement, il a été en difficulté un petit peu Lucas Digne sur certains aspects. J'ai trouvé Koundé moi très solide. J'ai beaucoup aimé le match de Jules Koundé, que ce soit avec ballon ou sans ballon.
défensivement ou offensivement, mais voilà. Si on doit se retenir un petit point, un petit bémol de ce match d'équipe de France, c'est peut-être ce côté gauche qui était un petit peu mis en difficulté par les offensives suédoises, mais en même temps, il y a quand même de la qualité sur le secteur d'attaque de cette Suède. Mais globalement, Saliba ou Upamecano, très solide. Phase de jeu suédoise, encore une fois, possession de balle dans les pieds du défenseur central. On a Mbappé qui couvre parfaitement la passe en retrait potentielle vers le gardien ou la passe en retrait vers le dos du défenseur central pour changer de côté. Il a été plutôt bon, encore une fois, sans ballon, Kylian Mbappé. On l'avait vu contre la Norvège, notamment, très intéressant, mais il fait les petits déplacements, les petits pas, le petit pressing pour aller couper certains angles de passe. On voit qu'Adrien Rabiot surveille Lucas Bergvall. Il pouvait jouer très très haut, des fois il sortait très très haut, Adrien Rabiot. Bradley Barcola coupe l'intervalle entre, pareil, ici. Donc en fait, le défenseur suédois, il se retrouve sans solution, il est enfermé. Il va se faire enfermer, on va chercher l'ailier qui a décroché, ou le latéral, pardon, qui est venu. On va jouer, encore une fois, rejouer sur ce défenseur central suédois, mais le problème, c'est que regardez, les Français sont très proches. Mbappé, toujours fait le déplacement qu'il faut. Barcola est sorti, Olise est sorti, Dembélé s'apprête, s'il y a passe en retrait ici, à sortir sur le défenseur central. Rabiot est toujours dans la zone, il garde Anthony Elanga pour empêcher la transition et la passe. Et en fait, du coup, ça oblige la Suède, qui est enfermée complètement, à jouer long. Voilà. Alors sur ce screen qui est dégueulasse, on voit le ballon ici, c'est jouer long vers Victor Gyökeres, et c'est un duel qui est perdu, c'est un ballon qui est récupéré par l'équipe de France. Donc forcément, ça fait mal. La clé, je l'avais dit, c'est l'espace, c'est le demi-espace dans cette zone-là, en gros, sur le bout de la surface. Vous pouvez prendre, en gros, ce carré-là, que ce soit de ce côté-là ou sur le côté gauche, c'est l'espace clé du match. L'espace latéral central, ici on voit Michael Olise qui s'y met. Il est gardé ici par un joueur suédois, mais c'est pas toujours le cas. Et vous verrez que ça n'a pas toujours été le cas du côté des Suédois. On a Mbappé qui traîne aussi dans cet intervalle-là pour mobiliser les axiaux. Mais ce demi-espace-là, il sera exploité parfaitement pour l'équipe de France. On verra notamment sur les buts inscrits. 26e minute de jeu, c'est l'une des occasions chaudes suédoises. C'est un coup franc, vous voyez. Coup franc, les Suédois partent du second poteau. Ils sont en bloc. Alexander Isak est juste là. Et en fait, c'est lui qui va déclencher la passe d'Ayari. Vous savez, c'est ce coup franc très bien joué. Alexander Isak va faire une course arrondie. Il est tout seul pour l'instant. Saliba, qui est juste ici, l'a vu, mais c'était un peu tard. Et Ayari a très très bien distribué cette petite passe laser magnifique. Regardez-moi ça. Elle est juste là. Tac, la passe est fait double intervalle. Alexander Isak, il a arrondi sa course comme ça pour la prendre ici. Et il va manquer sa reprise. Saliba a quand même bien suivi. Il est un poil en retard, mais c'était une occasion suédoise. Et c'était très bien joué. C'était très malin de la part des Suédois d'avoir fait ça. Et c'est très très bien exécuté, surtout par Ayari, qui pourra revenir quand même une belle Coupe du Monde de sa part, avec son doublé notamment contre la Tunisie. 27e minute de jeu, je sais plus ce qui s'y passe. Si, c'est une nouvelle zone cherchée. On a Mbappé qui se situe toujours dans cette zone, défenseur central latéral. On a également Bradley Barcola qui est ici, parce qu'on a de la permutation, encore une fois, avec ses offensifs. On l'a vu sur les matchs de Coupe du Monde, il y a pas mal de permutations. Olise se retrouve côté gauche. Barcola a pris la place d'attaquant droit, mais surtout, il se met encore une fois dans cet intervalle central-latéral. Ces intervalles-là, entre le défenseur central et le latéral, ont été parfaitement exploités par les Bleus. C'était la zone clé. On trouve ici une passe, tac, vers Kylian Mbappé, et ça va mener derrière à une occasion de but. Mais toujours cette zone-là recherchée, toujours cette permutation aussi d'offensif au cas où pour déstabiliser les défenses. Ça marche, c'est huilé, ça fonctionne. La connexion Mbappé-Olise, Dembélé-Mbappé et fonctionne parfaitement. Encore une fois, c'est assez simple. Et ça permet de fonctionner réellement. Pareil, c'est l'occasion d'Adrien Rabiot sur une parade de Svensson. Non, pas Svensson, je me souviens plus du nom du gardien de but suédois, c'est super. Pareil toujours, hein. On va le répéter, cet intervalle-là central-latéral, le ballon il est trouvé. De toute façon, cet intervalle-là, soit il est exploité par une passe et c'est le ballon qui va s'y trouver, soit c'est le joueur qui va prendre cet espace-là. Voilà. Soit c'est les deux. Et là, en l'occurrence, c'est les deux. Adrien Rabiot s'est infiltré dans cet espace-là. Le ballon est parfaitement donné par Mbappé. Bon timing. Rabiot va se retourner, va frapper. Mais encore une fois, le danger vient de cet espace-là qui est laissé et on va pouvoir jouer. Encore une fois, espace central-latéral. Bradley Barcola fait l'appel à l'extérieur, arrondi vers l'intérieur. Mbappé veut trouver cette passe dans l'intérieur ici pour Bradley Barcola. Ça donnera rien, mais c'est encore une fois tenté. C'est encore une fois une tentative d'exploitation. Ça va revenir dans les pieds des Français, parce que ça va être contré par la Suède. Rabiot va encore une fois chercher Barcola dans cet intervalle-là. Ça va être bien fermé cette fois-ci par la Suède.
Donc ça va être un ballon contré. C'était une passe qui était quand même bien appuyée, mais ça avait quand même été bien fermé par la Suède qui a compris sur ce coup-là. Sauf que derrière, ça revient sur Michael Olise. Il nous tente ce fou malade. Ce ciseau acrobatique qui finira sur le poteau. Juste là, il va mourir sur le poteau. Et encore une fois, ça part de cette passe d'Adrien Rabiot entre le central et le latéral. C'est la clé, vous avez compris, de ce match-là. Mais ce ciseau de Michael Olise, s'il le met, je crois qu'on finit tout nul. Hein. C'est exceptionnel ce qu'il nous fait. Michael Olise, encore une fois, quel joueur. On sait que si la France gagne la Coupe du Monde, ça risque d'être Mbappé Ballon d'Or, parce que bon, sa compétition est stratosphérique et parce qu'il fait une saison à plus de 50 buts. Mais la saison de Michael Olise, je crois qu'il le mérite tout autant, et c'est le genre de joueur qui nous fait aimer ce ballon, qui nous fait aimer le pied ballon, comme on dit, et c'est encore régalade. Ça, c'est l'ouverture du score. Tiens, en parlant de Kylian Mbappé, ouverture du score, 44e minute de jeu. Parfait timing juste avant la mi-temps pour tuer les Suédois. C'est un corner qui est joué rapidement entre Olise et Dembélé. Dembélé va trouver cette petite passe là, régalade bonbon pour Mbappé. L'espace, ce demi-espace là dans cette zone là, je vous avais dit, elle est exploitée. Si c'est pas le ballon qui passe, c'est le joueur. Mbappé appelle ici. Et le fait que ça soit joué rapidement, que les Suédois ne soient pas en place, ça va donner un gros problème pour la Suède. C'est qu'en fait, Mbappé il se retrouve au duel dans la surface de réparation avec Victor Gyökeres. Et ça, c'était peut-être pas prévu que ce soit Victor Gyökeres qui doive défendre sur Kylian Mbappé dans la surface de réparation suédoise. Ce qui fait qu'en un crochet, l'enchaînement, il est sublime d'Mbappé. Si vous regardez le timing entre sa dernière touche de balle et la frappe, c'est ultra rapide, c'est ultra... du coup, oui, rapide, pour empêcher du coup les défenseurs suédois de sortir. Et le problème, c'est que initialement, c'est Gyökeres qui défend, et on sait que c'est un attaquant de pointe. Donc forcément, ça défend moins bien. Ça laisse Mbappé le temps de passer, de frapper, de marquer. Cajot 1-0 et le plus dur est fait, c'est-à-dire ouvrir le score après de multiples tentatives, de 2 ou 3 poteaux touchés. La France fait le boulot, voilà, et passe devant. La Suède, 47e minute de jeu. Je ne sais plus ce qui s'y passe. Si, c'était assez intéressant ça. Je vous ai parlé d'Adrien Rabiot, de son excellent match. Et ben sans ballon, Adrien Rabiot aussi, il a contribué offensivement à faire des appels. On a un ballon ici. Au retour de seconde période, qui est joué entre Michael Olise et Ousmane Dembélé. On est assez bas sur le terrain. Bon, je sais même pas faire un rond, c'est cataclysmique. Hop, ici, voilà, on a un ballon qui est ici, c'est joué bas, on part d'une action, une attaque placée française. Et on a Adrien Rabiot qui est ici. Vous vous souvenez l'espace qui est à exploiter, c'est cet espace ici. On voit Mbappé qui est dans cette zone-là, pareil, dans cet espace ici. Et on a Bradley Barcola qui est axial. Voilà, mais toujours l'espace central-latéral. Rabiot, lui, va faire cet appel-là. Il ne sera pas servi. Mais il fait l'appel, il a le don d'exister, il le tente, on voit sur le screen suivant que il tend la main pour qu'on lui donne le ballon, Dembélé le regarde, donc en vrai Dembélé, il aurait pu lui mettre, ça aurait été une prise de risque, un ballon long, ça n'a pas été fait, mais du coup Adrien Rabiot fait reculer la défense suédoise, amène du danger, fait un appel, tu te dis, la défense suédoise, ils ont déjà 4 offensives de grand talent à garder, ben en fait, tu as en plus des milieux de terrain qui se projettent, et qui sont assez dangereux. On a Jules Koundé qui se situe là, pareil, dans ce carré-là, qui va aller s'incruster dans cette zone-là. Mbappé toujours est là, Rabiot voilà, est là. Vous connaissez l'espace exploité, je ne vais pas vous répéter 150 fois la même chose, mais c'est venu de là à chaque fois. On est sur le deuxième but de Bradley Barcola, 52e minute de jeu, ballon récupéré. Aurélien Tchouaméni, très intelligemment, va trouver dans l'intervalle Michael Olise. Il aurait pu servir Jules Koundé sur la droite ici pour aller exploiter l'espace. Il a choisi l'axe avec Michael Olise. C'est très intelligemment fait de la part d'Aurélien Tchouaméni, mais c'est normal, c'est formé au Girondins de Bordeaux. Jusqu'à là, on n'a aucun doute. Michael Olise va prendre ce ballon-là, il va faire ce crochet. Non, c'est pas là sur ça, mais sur le troisième but, il fait un crochet pour justement aller chercher cet intervalle-là. Bradley Barcola, lui, fait l'appel entre le central et le latéral. On avait compris la solution, le truc, c'est encore une fois le danger vient de là. Olise va nous trouver cet espace-là, cette passe entre les jambes du central suédois. Je ne sais pas comment il trouve cet espace de passe-là. Je pense nous, on peut la tenter 150 fois qu'on la mettra pas. Lui, c'est facile, hein, le football finalement. Bradley Barcola dans la surface de réparation, seul face au gardien. Il finit parfaitement en fermant son pied. 2-0. Espace est légèrement exploité par les Suédois qui en laissent un peu trop. Et voilà, la France fait Cajot, ça fait 2-0. Encore une fois, ça vient du même endroit, du même danger. Et c'était la clé de cette rencontre-là. Troisième but français, c'est pareil. Regardez, Michael Olise, il est comme ça. Et en fait, Olise, c'est simple. Il y a Mbappé qui est sur l'extérieur, Bradley Barcola est dans l'axe, Jules Koundé est assez haut. Voilà, on a ces 3 mecs-là. Olise, lui, ce qu'il veut faire, c'est faire un crochet pour éliminer ce Suédois-là. Tac. Et en fait, trouver l'espace
latéral central, encore une fois. C'est le même espace trouvé à chaque fois, toujours pareil. C'était cette clé-là. Paf, le crochet, la passe tout de suite donnée, mais c'est une passe laser, encore une fois, dans cet espace-là. Si c'est pas le ballon si c'est pas le ballon et le joueur qui passe dans cet espace, ça sera soit le ballon, soit le joueur. Et le joueur, lui, c'est Mbappé, il va faire cette course arrondie pour prendre le latéral, arriver plein axe, prendre le ballon, frapper, marquer, terminer, 3-0, bonne nuit. Voilà, globalement, c'est ça. Le ballon est passé, Mbappé a fait son appel arrondi, il est pas hors jeu, il est nickel, il est à la limite en plus du hors jeu Mbappé, mais il est couvert par le numéro 5 suédois qui est ici, il va finir. On sait que dans cette position-là, on va dire que 99% du temps avec Mbappé, ça fait cajot, ça fait but, et ça fait victoire de l'équipe de France, 3-0. Voilà. Voilà pour cette petite analyse tactique du match de l'équipe de France, tranquillement. Match dominé, match réglé, match fixé, match qui nous permet de voir les huitièmes de finale France-Paraguay. 4 juillet, 23h le match également, encore une fois. Horaire un petit peu tard, mais ça va, on pourrait jouer dans la nuit. Il y a pire. Et le vainqueur de France-Paraguay affrontera le vainqueur de Canada-Maroc, qui aura lieu également dans la journée. Potentiellement pour ce France-Maroc en quart de finale qui me fait déjà saliver. Les autres qualifiés pour les huitièmes de finale, c'est commencer par la Norvège. Victoire de la 7 Norvège de Buzyn, non sans mal. But d'Erling Haaland à la 86e minute de jeu. Même lui, il n'était pas satisfait de son but. J'étais mort de la réaction d'Haaland quand il marque. Tu sens que c'est un peu... Voilà, le but est un peu foireux. Il n'a pas touché beaucoup de ballons dans la rencontre, mais il marque. Il ne faut pas minimiser ça. Erling Haaland, 27 ballons entre guillemets seulement touchés pour le buteur norvégien. Je ne sais pas combien il en touche dans la surface de réparation. Il en touche 5. Là, il en suffit d'un pour marquer. 86 minutes de jeu, à 4 minutes du terme, il va qualifier la Norvège pour un huitième de finale de Coupe du Monde. On est sur quoi, 60 buts en 51 sélections ou 54 sélections pour Erling Haaland. Le ratio est monstrueux. Voilà. Ce mec est une machine à marquer. C'est assez impressionnant. Les Norvégiens qui ont heureusement Antonio Nusa pour débloquer la situation en première mi-temps sur un but sublime, un toucher de balle, une enroulée parfaite, ajustée comme il faut pour aller inscrire un but hyper important, le joueur du Rasenball Sport Leipzig. On avait un duel de joueurs de pépites de Leipzig avec Yann Diomandé de l'autre côté, côté ivoirien, et la Côte d'Ivoire peut avoir des regrets sur ce match-là. Parce qu'ils ont été dominants, parce qu'ils ont eu les occasions, parce que voilà... 14 frappes, 5 ballons cadrés, 48 ballons touchés dans la surface de réparation norvégienne. Malheureusement, il n'y a qu'un but, c'est celui d'Amad Diallo qui a fait une très très bonne entrée. Mais les Ivoiriens ont manqué de justesse. Un peu à l'image du match contre l'Allemagne, c'est-à-dire qu'ils sont dominants, ils ont les occasions pour tuer le match et ils ne le font pas. Et à la fin, il y a des regrets du côté ivoirien. C'est dommage parce que cette équipe-là est hyper complète. C'est une équipe qui a vraiment énormément de qualité, qui a beaucoup progressé. Et qui avait tout pour faire un beau parcours en Coupe du Monde. Malheureusement, il tombe contre la Norvège aussi. Il y a la non-chance du tirage, mais c'est vraiment dommage parce qu'il peut avoir des regrets, malheureusement, ces Ivoiriens sur ce match-là. La Norvège a été assez froide, assez efficace, parce qu'ils ont été quand même bougés un petit peu. Je ne sais pas les stats dans les duels, notamment, peut-être de ce match-là, mais ouais, voilà, il y a 60% des duels qui ont été gagnés par les Ivoiriens. C'est... 49 duels gagnés en tout dans cette rencontre pour la Côte d'Ivoire, pour les éléphants, qui ont été dominants, mais qui peuvent avoir des regrets. Et la Norvège passe et affrontera donc le Brésil en 16e de finale. Ce Brésil-Norvège me hype. Il va falloir montrer un petit peu plus de choses, par contre, pour cette Norvège-là, parce que le Brésil est quand même, mine de rien, même s'ils sont pas beaux, ils sont quand même de plus en plus en place, et ça va être de plus en plus compliqué à sortir ce Brésil-là à une méthode Carlo Ancelotti, vous connaissez. On en a parlé un petit peu hier, mais la Côte d'Ivoire a touché 48 ballons dans la surface adverse, c'est ce que j'expliquais. Deuxième plus haut total pour une équipe africaine en Coupe du Monde depuis 1966. Sur la période, seul le Brésil contre la Belgique en 2018, 52, et l'Allemagne contre l'Italie en 1970, 49 ballons touchés, plus lors d'un match à élimination directe perdu. Voilà. Malheureusement, le manque d'efficacité ivoirien, parce qu'ils avaient les clés pour remporter ce match-là. Dans la nuit, le Mexique, de son côté, est allé s'imposer contre l'Équateur. Qu'est-ce qu'ils vont être compliqués à sortir, ces Mexicains ? À domicile, dans l'Azteca, il n'y a rien de pire peut-être que jouer le Mexique à l'Azteca, vraiment. Victoire nette, sans bavure des Mexicains. C'est vrai qu'on avait des interrogations sur le Mexique, parce qu'on se disait, est-ce que cette domination en poule, c'est pas parce qu'ils avaient un groupe un peu simple, un peu faible, avec une République tchèque peu inspirée, avec l'Afrique du Sud qui, sur le premier match, n'avait pas montré grand-chose, avec une Corée du Sud qui a été décevante sur toute la Coupe du Monde. Ben non, fin de rien, le Mexique va être un client. L'Équateur a eu du mal à voir le jour.
Ce Mexique bloc médian, mine de rien, quand ils n'ont pas le ballon. Solide, l'Équateur a voulu jouer beaucoup de ballons sur ce match-là. Sauf qu'en fait, ils ont remporté seulement 39% de leur duel aérien. Le Mexique est à 61% de duel aérien gagné, 23 duels aériens gagnés, 52 duels gagnés en tout dans la rencontre. Donc c'est aussi ça qui a fait la différence, la bataille des duels aériens contre une Équateur qui a voulu jouer long. Forcément, ça a fait mal. Quiñones nous a offert un bombasso. Là. Il a envoyé une frappe. Ceux qui ont but plus passe D pour lui. Coupe du Monde XXL de la part de Julián Quiñones. Le premier but, pareil, il envoie une frappasse. Oh la vache. Jiménez, il va également de son petit but. Très joli. Voilà. Et j'ai beaucoup aimé le match de Rangel, le gardien mexicain qui, j'avoue que sur le premier match contre l'Afrique du Sud, m'avait absolument pas rassuré. Et derrière, il fait quand même une Coupe du Monde assez solide. Encore une fois, un clean sheet pour lui. Il fait un arrêt très solide. Il fait un match plutôt solide, je trouve, Rangel. Donc ça aussi, ça va être costaud, mais l'équipe de Javier Aguirre est quand même une équipe qui va être costaud, qui va être solide et compliquée à sortir, surtout à domicile. Du côté de l'Azteca, le Mexique a remporté son 3e match à élimination directe de l'histoire de la Coupe du Monde. Les 2 dernières fois, c'était pour atteindre les quarts de finale. Et c'était surtout à domicile, encore une fois. Le Mexique ne passe un tour d'élimination directe que à domicile. Et le Mexique va devoir peut-être, à une cartouche, à une chance peut-être d'aller disputer un nouveau quart de finale de Coupe du Monde et de gagner surtout un 5e match dans une Coupe du Monde, ce qui n'est jamais arrivé de l'histoire de la tri. Et El Tri, je crois que c'est le Mexique, je ne me souviens plus je me mélange entre la tri et El Tri. Et ça sera le vainqueur d'Angleterre, République démocratique du Congo, ce qui me permet de basculer sur le programme du jour. Angleterre, République démocratique du Congo à 18h, vous savez que pour moi, c'est ma surprise des 16e de finale. C'est que le Congo a les armes pour éliminer l'Angleterre. Tellement l'Angleterre a du mal contre les blocs bas. Alors le Congo est peut-être un petit peu moins solide en bloc bas que le Ghana, contre qui l'Angleterre avait eu énormément de difficultés, mais le Congo a peut-être plus de qualité offensive que le Ghana. Et je trouve que cette RDC a les arguments pour aller sortir cette Angleterre, qui contre des blocs bas, encore une fois, a beaucoup de mal, même si j'avoue que je serais très curieux d'avoir ce Mexique-Angleterre en 8e de finale, parce que du côté de l'Azteca, blindé, chauffé à blanc, contre l'Angleterre, le Mexique peut mettre en grande difficulté ses Anglais, même s'il laisse un peu plus d'espace, et du coup peut-être que ça sera un peu plus à l'aise pour Three Lions de Thomas Tuchel. Mais attention, l'Angleterre. Voilà. Si je voulais mettre une petite pièce sur un favori qui sort, vous le savez, je l'ai mis sur l'Angleterre qui saute aujourd'hui contre la République démocratique du Congo. Alors ça sera peut-être pas le cas, mais je sens l'Angleterre ne sera pas non plus. Ça va. Ils peuvent peut-être le gagner 4-0 ce match-là, et dans ces cas-là, ouais, je ferme ma gueule et il n'y aura pas de souci. Mais attention, attention quand même à cette Angleterre-là. Et à 22h, Belgique-Sénégal, ça c'est un match qui me hype vraiment, parce que c'est un match qui, pour moi, on va dire 60-40 pour la Belgique. Quand tu vois la phase de poule du Sénégal, tu sens peut-être que c'est un peu en dessous. Mais ça n'empêche que le Sénégal a tellement de qualité que il n'y a pas de raison qu'ils ne puissent pas sortir les Belges. Mais les Belges, je les ai trouvés très intéressants sur cette phase de groupe, notamment sur le dernier match. Ça manquait d'efficacité. Mais il y a quand même des qualités du côté de la Belgique. Et ce match-là me hype bien sur le papier. N'oubliez pas, à 2h du matin, les États-Unis contre la Bosnie-Herzégovine. Normalement, les États-Unis partent favoris. Et demain, on aura Espagne-Autriche à 21h, mais ça, on en parlera demain, tranquillement. Voilà. Le tableau de je vous remonte le tableau quand même de phase d'élimination directe. Paraguay, France, Canada, Maroc, Brésil, Norvège. Le Mexique attend son adversaire. Réponse ce soir aux alentours de 20h. Et il nous manque toute l'autre partie de tableau. L'entrée en lice du Portugal, l'entrée en lice de l'Algérie, de l'Argentine, de la Colombie. Voilà. Il y a plein de matchs intéressants, il y a plein de choses qui vont être hypantes, et j'ai déjà hâte. J'espère qu'on aura un France-Maroc en quart de finale, parce que ça me hyperait bien, vous imaginez bien. Mais voilà, pour cette analyse tactique de l'équipe de France contre la Suède, ce récap un petit peu du jour sur les matchs. Vous pouvez évidemment vous abonner, liker cette vidéo si ça vous a plu, et évidemment nous soutenir en commentant, tout ça c'est gratos, ça fait plaisir, ça mange pas de pain. Et moi j'ai plus qu'à vous souhaiter une très très bonne suite de Coupe du Monde. On se retrouve bientôt pour les vidéos top 14. Voilà, il y a le bilan de la tirage de la saison, ça accorde pour les timings de chacun pour pouvoir aller chercher ce petit bilan de top 14, parce qu'on a vécu une belle saison de rugby, et qu'on va basculer aussi sur le 15 de France. Mais en attendant, côté ballon rond, on a la Coupe du Monde. On a, vous inquiétez pas, on scrute les petites infos Ligue 1 également, hein, Bruno Genesio qui signe à l'OM, tout ça. On n'oublie pas, on fera un petit récap peut-être après le mondial de ce qui s'est passé dans notre merveilleux championnat qu'est la Ligue 1. Et moi j'ai plus qu'à vous dire, portez-vous bien, à demain, ciao tout le monde.